Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'intelligence artificielle. Alors j'ai titré ça de manière un peu, un peu simpliste, enjeux et perspectives. On en parle avec Jean-Edwin Réa, gérant chez Quadrille Capital. Bonsoir Jean-Edwin. Bonsoir. Oui, parce que les enjeux sont multiples autour de l'IA. En fait, ma question c'est, est-ce que Nvidia, et derrière Nvidia, le thème de l'infrastructure dédiée à l'IA, les puces, les data centers, est-ce que ça reste la meilleure manière de jouer ce thème ? Ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui sont en train de prendre la relève ? Pour répondre à la question, déjà, où est-ce qu'on en est de l'IA et des derniers développements en matière d'IA générative, là, aujourd'hui ? En fait, Grégoire, ça avance tellement vite que c'est franchement pas facile. La réponse est de plus en plus ouverte. Ouais. La question est ouverte. Enfin, donc oui, ChatGPT 0.1, là, le 4.0.1, a démontré des capacités de raisonnement, des capacités de synthèse, des capacités en fait de pensée. Évidemment, c'est pas de la pensée humaine, mais c'est une prothèse de la pensée qui est incroyablement efficace. Et ça fait seulement 3 semaines que c'est sorti. On peut se demander ce que va donner GPT-5. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une société qui se démarque de tout le lot. C'est eux, c'est OpenAI. Ils ont créé une appli. Cette appli, elle a 250 millions d'utilisateurs par jour. Il y a 2 ans, elle n'existait pas. Et c'est possible que d'ici 1 an, elle soit 1 milliard d'utilisateurs. Donc ça les met tout de suite dans le clan des Instagram, des Facebook, etc. Il n'y a pas mieux qu'OpenAI aujourd'hui, 2 ans après l'arrivée du GPT. En capacité, en compétence, il y a, mais après, ça devient très vite... En fait, c'est une IA généraliste. Mais l'appli s'est énormément développée et on peut y créer des chapitres, des zones d'intérêt. Il y a une partie financière, il y a une partie scientifique, on peut faire de la biologie, on peut faire plein de sujets. Non, mais d'avoir 250 millions d'utilisateurs, c'est important, parce que c'est quand même le sujet de l'IA derrière l'infrastructure. C'est qui va l'utiliser, qui va payer, et comment on va monétiser tout ça. Donc pour moi, c'est quand même important d'avoir une appli qui fera peut-être 1 milliard d'utilisateurs, comme vous dites, dans quelques années, quoi. Bon, on a vu Adobe présenter une nouvelle mouture de Creative Cloud. Ils sont passés d'à peu près 500 millions d'objets vidéo traités par l'IA à 3 milliards en l'espace de 3 mois, mais ils ne facturent pas pour l'instant. Donc, je pense que ça, c'est la vraie tendance. C'est la tendance chez beaucoup de développeurs de logiciels. On veut donner et amorcer quelque chose. On veut surveiller, regarder, observer comment l'utilisateur progresse. On prend date, quoi. On prend date et après, on va probablement faire des plans payants. Okay. Parce que c'est quand même très compétitif. Mais j'ai partagé avec vous la structure de marge d'OpenAI. C'est pas c'est un secret, mais en fait c'était dans la presse, donc elle est très très largement négative. Et c'est vrai que Nvidia prend une taxe sur tout cet écosystème, une taxe gigantesque. Et on peut se demander si le SaaS, si le cloud va rester dans l'IA aussi rentable qu'il a été pendant 20 ans. Moi, je pense qu'il va traverser une période de compression de marge, mais que derrière, il redeviendra extrêmement rentable parce que son l'utilité de l'IA, elle va vraiment se démontrer. Donc, voilà, après, pour les idées d'investissement et les thématiques... Non, mais partant de là... C'est la question, encore une fois, c'est est-ce qu'il faut rester en tant qu'investisseur focalisé sur Nvidia, l'infrastructure, ou est-ce que quand même dans la chaîne de valeur, il y a d'autres dimensions qui deviennent intéressantes pour quelqu'un qui est dans l'univers de l'investissement coté. Je le rappelle, pour la stratégie que vous pilotez chez Quadrille. On fait du coté et du non-coté. Je sais, mais moi je veux rester sur le côté. Et on regarde beaucoup donc les startups qui arrivent. Tout ça, c'est l'intelligence collective. Ça arrive. D'accord, ok. Pour l'instant, dans les valeurs cotées, on est dans l'infrastructure. Le logiciel se cherche. Le moment du logiciel n'est pas loin. Je pense que 2025, ça sera le moment. On dit ça au moment où... avec l'accident de SML depuis hier, qui est quand même plutôt dans la partie infrastructure, on voit SAP en termes de capital. Oui, non, mais on se dit ça au moment où SAP devient la plus grosse boîte de tech. Très bien. Ça fait 50%. Ça n'a pas beaucoup à voir avec l'IA, malheureusement. Ah, c'est ça. Il n'y a pas d'IA dans le... Si, il y en a, mais c'est pas... on ne va pas choisir SAP pour jouer l'IA, quoi. Pour l'instant, non, c'est pas ma valeur favorite. Okay. C'est plutôt du repricing de licence et de... D'accord. Non, ce qu'on peut regarder, en fait, on peut segmenter, si vous voulez, les semi-conducteurs, l'infrastructure physique. Donc là, on va parler d'électricité et ensuite le logiciel. Donc c'est vrai que les semi-conducteurs ont connu leur
vraiment le phénomène Nvidia a fait que tout le monde s'est intéressé aux semi-conducteurs et a compris que l'intelligence artificielle, c'était avant tout de l'informatique. Donc ce sont des semi-conducteurs, des centres de données et un paradigme de calcul qui s'appelle le calcul parallèle. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est une sorte de commodité ou de service pas public, mais bon, c'est vendu. Tôt ou tard, ça sera juste une forme comme une énergie qui est vendue sous forme d'intelligence. Donc on va s'abonner, on va consommer de l'intelligence artificielle comme on est chez EDF. Voilà. D'accord. Ça va être un service vraiment se commoditiser à ce niveau-là, quoi. Probablement, avec des modèles qui sont collés par-dessus, mais les GPU, c'est une ressource tellement chère et l'électricité qu'ils consomment est très élevée et c'est probablement ça le modèle vers lequel on va. Donc ce qui s'est manifesté là cette année, qui est en plus du semi-conducteur, c'est l'électricité. Donc on a vu Amazon acheter un centre de données collé à une centrale nucléaire aux États-Unis. Ils ont payé à peu près 44 $ par mégawattheure. Ensuite, on a vu 6 mois plus tard Microsoft financer la réouverture d'une centrale fermée. Donc malheureusement pour les Français, Fessenheim ne pourra pas être réouverte parce qu'elle a été trop abîmée. Mais Three Mile Island, qui est donc une centrale qui était fermée en 2019, va être réouverte dans, je crois, 4 ans. Avec le financement de Microsoft, qui paye cette fois-ci 100 $ par mégawattheure sur un contrat 20 ans, avec en plus un engagement de moderniser l'infrastructure, les câbles électriques, les transformateurs, la distribution électrique, à hauteur d'à peu près 30 $ par mégawattheure. Donc c'est presque x3. Par rapport à ce que Google payait, Amazon a contracté en mars. Oui. Wow. Et là, maintenant, donc il y a probablement pas de centrales nucléaires à bout de bras qui peuvent être ravivées, un peu comme ça, on va dire monopolisées par l'IA. Donc Google, sa dernière réaction, c'était de dire bon, nous on va construire les réacteurs, des SMR, bien sûr. Qui est une technologie il n'y en a qu'un seul qui est en construction dans le monde, c'est en Roumanie, avec une société qui s'appelle NewScale. Il y a énormément de start-up dans ce secteur. Bon, il y a beaucoup à faire, c'est pas prouvé, etc. C'est une aventure, quoi. Mais on part vers ça, c'est-à-dire qu'on a compris que l'IA, c'était aussi de l'électricité. Mais le prix que paye Microsoft, là, donc 130 $ le mégawattheure en incluant le coût de transmission, c'est ça, Jean-Edwin ? C'est un prix standard demain, ça ? Ou c'est Microsoft qui se permet de le faire parce qu'il a les moyens de le faire et que voilà. C'est la manière qu'a Microsoft de dire un peu à la communauté je contribue à la modernisation du réseau pour tout le monde et en échange j'ai priorité sur cette centrale pendant 20 ans. Mais tout le reste de la région va continuer à être alimenté. En fait, les réseaux électriques, c'est le cas en Europe, aux États-Unis, ils sont très anciens. Ils datent aux US, c'est Eisenhower, en France, c'est De Gaulle. Ils font de l'impact avec ça. C'est très vieux. Ils font de l'impact. Il faut tout moderniser et c'est pas du digital. Ça peut pas se faire instantanément. Il faut mettre beaucoup d'argent et il faut être très patient. Or, l'IA, elle est déjà prête. Donc, la réunion de ces deux intérêts fait qu'il y a un énorme sujet d'électricité. Je pense que c'est une des grandes thématiques d'investissement. Donc, les investisseurs peuvent s'intéresser à Schneider Electric, à GE Vernova, à Siemens Energy. Toutes les vieilles boîtes, quoi. Voilà. Non, mais toutes les transformateurs. Toutes les vieilles boîtes du monde d'avant, quoi. Donc, l'IA, c'est avant tout de l'infrastructure, c'est du physique. C'est pas du digital. Et ça, c'est maintenant. Pour l'investisseur, c'est aujourd'hui, bon, on en parle ensemble, mais je l'ai cité déjà à cette antenne, la meilleure performance au sein du S&P 500, performance absolue, toute capitalisation confondue, ça n'est plus Nvidia depuis le 1er janvier, c'est une boîte qui s'appelle Vistra, qui fait justement de l'électricité et notamment décarbonée. Un générateur électrique, on va dire dérégulé, il n'est pas entièrement tenu aux mêmes engagements que les sociétés régulées. Donc ça pèse 15 milliards, mais ça prend augmenter leur prix assez facilement. C'est ça. Nvidia est à plus 180%. Nvidia, c'est pas fini. Il y a probablement, je pense qu'encore pendant 2 ans, boursièrement, c'est un peu compliqué, mais
fondamentalement, les besoins d'installer des GPU sont gigantesques. Le dernier projet de Elon Musk et Larry Ellison, c'était de créer un centre de données avec 100 000 GPU. Ils ont mis des hoppers 200. Ce sont quand même des GPU à $40 000 pièce. Et ils ont demandé à peu près 1 gigawatt d'électricité. Sam Altman a demandé à la Maison-Blanche, donc c'est vraiment des réunions au sommet, des financements et des autorisations pour faire 5 centres de données à 5 gigawatts chacun. C'est gigantesque. Une centrale électrique nucléaire, c'est on entre 1 continue et de 2. réviser en fait la demande de GPU pour Nvidia. On n'a pas encore atteint la limite Non, de ce on n'a point de pas vue-là. atteint la limite. Après, c'est boursièrement... Parce que quand on voit ASML hier, on se demande si on n'est pas en train au pic de la bulle de CAPEX de ce point de vue-là, avec un risque de déception devant nous. C'est peu de choses. En fait, ce qui se passe avec ASML, c'est une société qui a des carnets de commandes à très long terme. C'est pas sur un trimestre qu'il faut joue juger à la un ou prise de deux commande. unités D'accord. retardées, etc. Bon. Il y a un enjeu avec la Chine. C'est le prix d'un avion pour une machine de lithographie Et la Chine ASML. consomme son backlog. D'accord. Elle ne sait pas à quoi va ressembler les sanctions. Elle n'a pas envie de passer des commandes avec des dépôts de garantie qui sont ensuite pas honorés. J'entends. C'est quand même 2 étapes après Nvidia, parce qu'après Nvidia, derrière, c'est TSMC, et derrière TSMC, c'est ASML. C'est vrai. C'est vrai. Faire un read cross aussi direct entre ASML et ASML Nvidia, était très cher. Éventuellement, si le titre corrige maintenant, il est à moins 40%, depuis son plus haut de cet été. S'il corrige encore de 10%, je pense que... Mais ma question, c'est il faut encore avoir du Nvidia. Même si on a de l'énergie, il n'y a pas d'alternative. Du Schneider, du GE, tous ces trucs-là. Oui. Mais on a toujours aussi du Nvidia. Je pense que Nvidia peut monter à un chiffre d'affaires. L'année prochaine, 2025, il peut faire à peu près 200 milliards de chiffre d'affaires. Et je pense que ce chiffre d'affaires peut croître de 20-25% pendant les 4 années qui suivent. Donc doubler à terme, quoi. Doubler à terme. Okay. Après, ce que ça représente en capitalisation, je pense que à beaucoup plus long terme, c'est quand même une société qui vend des systèmes intégrés. C'est pas juste une société de semi-conducteurs, c'est une société de logiciels, c'est une société dont les marges n'ont rien à voir avec ce qu'elle peut être Intel du temps de son monopole. Donc oui, je pense qu'un PE d'environ 20 sur des chiffres de 2028 à peu près, ça vous met un cours autour de... je sais pas moi, $300, $350. Le double d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, de grandeur. Voilà. Après, c'est pas. Il y a d'autres choses qui peuvent faire des plus beaux parcours. Je comprends. Mais c'est ce qu'on voit déjà cette capitalisation-là, c'est phénoménal. J'entends. Il y a quand même l'idée d'un passage de relais. On n'aura pas eu le temps de parler des logiciels, mais on le fera la prochaine fois. L'année prochaine, c'est l'année du logiciel. D'accord. Bon, on en parle dès que possible. Alors. Merci beaucoup, Jean-Edwin Réa, gérant chez Quadrille Capital, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.